promènes dans les rues, tu vois les poubelles. C'est pas juste une impression, là. C'est près de 2/3 de ce qu'on retrouve dans les déchets qui sont des gobelets jetables, des contenants de restauration. Et en plus, quand tu te promènes puis tu vois un gobelet avec le logo de ton établissement, ça fait un petit coup au cœur. Puis là, tu te dis, non, mais on peut faire mieux que ça. Du café pour emporter à l'épicerie, en passant par les repas livrés qui facilitent notre quotidien, notre alimentation repose aujourd'hui presque entièrement sur des contenants à usage unique. Une dépendance qui, collectivement, nous coûte cher. Chaque année, au Canada seulement, des milliards de contenants sont utilisés quelques minutes à peine avant d'être jetés. Et même lorsqu'ils trouvent leur chemin vers un bac de récupération, trier et traiter ces millions de tonnes de matière n'est pas sans impact. Nous sommes pris dans un cercle bien rodé. Produire, consommer, jeter, recommencer. Pourtant, ailleurs comme ici, des entrepreneurs, des collectivités et des citoyens s'organisent pour faire autrement. Le Québec a d'ailleurs été parmi les premiers, en Amérique du Nord, à emprunter cette voie, grâce à l'engagement de quelques pionniers. Allô tout le monde! Salut! On se retrouve ici au même endroit finalement qu'il y a 7 ans quand on a démarré l'idéation de projets comme les objets réutilisables. Et puis, avant de se rendre à notre tasse québécoise, il y a eu toutes sortes d'étapes. On a commencé avec un objet comme ça qui existait déjà, les Keep Cup, mais on savait qu'éventuellement on aurait comme l'envie de designer un nouvel objet un peu moins coûteux aussi. C'est ça qui a fait qu'on a été vers l'écoquartier. Il y avait 2 raisons derrière ça, là. Donc, l'envie d'avoir des nouvelles ressources pour travailler ce nouvel objet-là, mais aussi, on voulait pas être l'organisme pourvoyeur des autres cafés. On savait qu'on aurait besoin d'un organisme pour chapeauter le réseau à venir. Alors, c'était comme tout indiqué là, d'aller vers un écoquartier pour tenter ce coup-là ensemble. L'idée, c'était de créer un réseau qui soit plus grand que vraiment 2 cafés. Oui, exact. C'est super d'avoir une tasse réutilisable qu'on prend au point A et qu'on remet au point A, mais évidemment que c'est quelque chose de beaucoup plus fort si on le prend au point A et qu'on peut le remettre au point B et qu'il y a plein de points B, donc un réseau s'imposait. À ce moment-là, on a réuni une dizaine de commerçants pour le projet pilote, puis on a vraiment fait nos devoirs en scannant différentes options sur le marché d'objets réutilisables avec des critères à la fois, évidemment, pour le consommateur, pour les commerçants de facilité de lavage, etc., mais aussi, surtout, des critères environnementaux. Et c'est là qu'on a découvert que finalement, le polypropylène était la réponse à ce besoin-là. Donc là, on a essayé de trouver un manufacturier local et ça a été toute une aventure. À la base, on est passé d'un projet pilote à 12 commerces dans Villeray à rapidement vouloir étendre le réseau parce qu'il y a eu vraiment beaucoup de demandes. Donc, on est allé en campagne de sociofinancement avec La Ruche. Et c'est dans le cadre de la campagne de sociofinancement qu'on a eu une rencontre avec la presse qui nous a fait un très bel article. En fait, nous, on avait l'intention d'avoir un manufacturier québécois depuis le début, mais c'était difficile. On n'avait pas les moyens de se rendre là. Mais grâce à l'appel qu'on a lancé dans cet article-là, il y a eu plusieurs personnes qui ont levé la main. On a trouvé notre manufacturier qui nous a donné cet objet. Mais aussi, par la campagne de sociofinancement, on fédère des nouveaux commerces qui vont adhérer à ce réseau-là. On est passé d'un tout petit réseau de 12 commerçants dans Villeray à 212 commerçants à l'échelle du Québec. Là, ça devenait vraiment intéressant de prendre la tasse au point A et de le remettre dans un des multiples points B au Québec. Justement, on va aller rencontrer les acteurs qui nous ont aidés à passer de l'idée au concret. Bonjour Annie. Allô Aurore. Annie, évidemment, on ne design pas des objets à usage unique comme on design des objets réutilisables. Est-ce que tu peux nous expliquer le processus pour ça? Tu as raison, ils n'ont pas les mêmes tâches à accomplir. Si on veut, ces contenants-là, qui ont des objets à usage unique, ils vont vraiment être utilisés en boucle, ils vont être transportés, ils vont être empilés, ils vont être lavés. Donc, vraiment, il faut réfléchir à tout ce parcours-là et s'assurer que les caractéristiques de design correspondent à ça. Donc, on a fait le choix d'aller vers des contenants monomatériaux en polypropylène. Parfois, on a besoin d'un contenant ventilé ou non ventilé, quelque chose de plus hermétique. Donc, on a la possibilité d'avoir un couvercle ventilé ou non, et même operculé ou scellé. Donc, on peut sceller les contenants
comme ce qui se fait en usage unique aussi. Chez Lavague, vous êtes un réseau, donc c'est important de pouvoir identifier ce réseau-là et d'avoir un marquage sur les contenants. Parfois, c'est une consigne qui est remboursée. Parfois, c'est un code QR avec une application qui va nous permettre une traçabilité, comme cet exemple-ci. Et d'autres fois, quand c'est vraiment du gros volume, on va aller vers un tag RFID qui va nous permettre de tracer des grandes quantités de contenants. On arrive à changer une pièce dans le moule pour s'adapter à la technologie de traçabilité qui doit être utilisée dans ce système-là. On a réfléchi jusqu'à l'étiquetage. C'était l'idée de pouvoir étiqueter avec le moins d'adhésifs ou de collants possible. On a designé une petite carte clip qui permet de venir mettre toutes les informations nécessaires sans collant. Donc, c'est tout simplement une carte et on peut venir la clipper ici, comme ça. Donc ici, on a un exemple du même contenant, mais avec un opercule. C'est ce que les industriels feraient finalement. Et c'est le même contenant que les épiciers utiliseraient, étiqueté de la même façon qu'ils le font pour l'usage unique. Et le même contenant ici pour les restaurateurs et les cafés. Ce que je trouve incroyable dans ce que tu nous présentes, c'est que finalement, c'est le même design qui répond à plusieurs usages sur toute la chaîne de l'industrie agroalimentaire. Mais ça passe par le bon design. Absolument. Si on veut promouvoir le réemploi, il faut concevoir pour le réemploi. C'est la mutualisation de nos ressources et même la mutualisation financière qui a permis une solution. C'est souvent la collaboration qui fait naître les solutions en développement durable. Depuis nos débuts en 2018, de nouveaux acteurs du réemploi, comme Retourne-y, ont émergé, expérimentant différents modèles d'affaires. Merci beaucoup, Cindy, de nous accueillir dans tes belles installations de lavage. Vous avez fait le choix de contenants en inox avec un couvercle en plastique pour répondre aux besoins de la clientèle événementielle, donc corpo, culturel, sportif. Mais ça vient avec des compromis au niveau de la fabrication locale. Est-ce que tu peux nous expliquer quel genre de compromis vous avez dû faire? Oui, effectivement. Donc nous, on cherchait une base de contenants qui soit à la fois durable, léger pour nos besoins logistiques et puis simple pour la santé du consommateur. On s'est orienté vers l'inox, ça nous tenait à cœur, mais c'est là qu'on a dû faire un compromis puisqu'on n'a pas pu faire une production locale parce que les investissements que ça aurait nécessité pour faire fabriquer un tel contenant au Québec aurait été difficilement rentable puisque par définition, le modèle d'affaires du réutilisable ne nécessite pas de très grands volumes de fabrication. Donc on aurait eu du mal à le rentabiliser. Par contre, là où on était plus en zone de contrôle, c'était au niveau du couvercle. Ça, on a pu le faire concevoir et fabriquer au Québec et on en est très fiers. Quand tu contactes un manufacturier local pour des besoins en contenants réutilisables, c'est quoi les critères que tu vas demander au manufacturier de prendre en compte? C'est sûr qu'on arrive avec un cahier des charges qui est peut-être un peu différent de ce qu'ils connaissent habituellement dans l'usage unique. Un exemple concret, c'est au niveau du couvercle. Le couvercle, il fallait qu'on trouve le bon équilibre entre l'opacité et la transparence. La transparence pour qui? Pour les traiteurs. On mange avec les yeux. C'est important pour eux que leurs clients puissent voir déjà le contenu de la boîte avant même qu'ils l'aient choisi. Par contre, au niveau du lavage, plus c'est transparent, plus il y a un risque qu'on voit les gouttes d'eau au séchage. Et donc, ça donne une impression de c'est moins beau. Il y a aussi un besoin pour les manufacturiers de comprendre la spécificité d'un modèle économique réutilisable. Exactement. On arrivait aussi avec des critères économiques qui sont très particuliers à notre modèle d'affaires. Par définition, en fait, vu qu'en réutilisable, on n'a pas besoin d'être dans une logique volumique et de commander des millions d'unités par année, mais il s'agissait de trouver une entente qui fasse qu'on soit gagnant en fait avec le manufacturier. Pour finir, qu'est-ce que ça représente en termes d'impact environnemental d'avoir ces contenants en circulation? Depuis le début de nos opérations en 2023, avec l'équipe de Retourne-y, on a permis d'éviter plus de 300 000 articles à usage unique. Donc on est très fiers de ça et ce n'est que le début. Plus récemment, une coopérative de centres de tri a fait l'acquisition de l'une de ces initiatives, marquant un rapprochement inédit entre réemploi et gestion des matières résiduelles. Bonjour Michel. Bonjour Aurore. Alors Beaupac est né en 2021 et aujourd'hui, quelques années plus tard, on se retrouve chez Tricentris où Beaupac est devenu un service de réemploi pour un centre de tri. Vous avez 3 formats présentement qui sont fabriqués au Québec. Qu'est-ce qui vous a motivé à démarrer cette production localement? Premièrement, il y a une cohérence, une entreprise start-up québécois, on aimerait avoir des produits qui sont fabriqués localement et puis d'un coup, il y a aussi un meilleur contrôle sur la qualité et la fin de vie des produits. C'est quoi les freins
à pouvoir avoir la totalité de la production faite localement? Premièrement, ça serait le coût d'investissement dans des moules de produits. C'est cher. Et avec le réemploi, ça prend du temps pour rentabiliser ces investissements-là. Mais on y arrive éventuellement. Michel, quand on rencontre les acteurs du réutilisable, on se rend compte que la mutualisation des ressources puis la collaboration des services est très importante dans ce domaine qui est très nouveau finalement. Je pense que votre centre de lavage en est un bon exemple. On est en partenariat, par exemple, avec Copco, où les tasses qu'ils déploient reviennent à nos centres pour le lavage. Effectivement, ça prend beaucoup de capital, investissement pour avoir un lieu, pour avoir des équipements, pour avoir les équipes qui sont sur place. Alors, l'économise en coût par unité, c'est beaucoup plus intéressant lorsqu'on se met ensemble. Bonjour Dany. Bonjour. Explique-nous pourquoi un centre de tri décide de s'investir dans le réemploi. Oui, on est un centre de tri d'emballage à usage unique, mais au final, dans notre mission d'entreprise, on vise la réduction, on vise l'économie sociale, c'est ça qu'on est, une coopérative. Ce qu'on vise, c'est la réduction de la consommation, puis pour y arriver, ça passe par le réemploi. Moi, j'aimerais ça qu'il y en ait partout, parce que je pense que les gens se rendent compte aussi, quand on va dans des restaurants rapides, les verres à café, les contenants qu'on a sont en carton, mais ils finissent aux déchets. Puis je pense qu'avec l'atout de Tricentris, les capacités industrielles qu'on a, les capacités de nos équipes d'ingénierie, innovation, on est capable d'amener ça à un autre niveau puis de déployer ça partout à l'échelle du Québec. Fait que là, si je comprends bien, la vision, c'est que sur tous les territoires, il y ait le choix entre le réemploi et une matière résiduelle bien gérée. Voilà, exactement. Nos festivals ont été pionniers dans cette ambition de déployer le réutilisable en lieu et place de l'usage unique. Quentin, on est à l'Igloo Fest, un des premiers à avoir embarqué dans le mouvement du réutilisable. Exact. Comment ça a commencé pour toi? Écoute, ça fait quelques années maintenant, ça a commencé en 2012. À l'époque, il n'y avait pas ça au Québec. La plupart des festivals, ils prenaient des canettes, ils versaient ça dans des verres jetables. Donc ça faisait 2 déchets, c'était pas utile. Puis moi, quand j'ai vu ça, je me suis dit, on pourrait juste mettre un verre réutilisable et commencer à les laver. Ça a fait son petit bout de chemin. On a réussi à amener les verres réutilisables en 2013 au Pique-Nique électronique, qui a été le premier événement même au Canada à utiliser des verres réutilisables. Et est-ce que vous avez une idée combien de contenants vous avez lavé depuis le début de l'aventure? Si on prend juste les événements de multicolores, donc à savoir Pique-Nique, Igloo Fest, Village au pied du courant, c'est sûr qu'on est à plusieurs millions de contenants et de verres lavés. Est-ce qu'il y a d'autres choses que les verres? Oui, parce que depuis chaque année, on essaye d'intégrer des nouveaux items réutilisables. On a eu les buckets qui sont faites localement, on a eu les verres à vin pour les VIP et on a eu les plats pour la bouffe sur les restaurants, donc avec les food trucks. Et c'est la première fois cette année qu'on amène les plats réutilisables ici à Igloo Fest, après le succès qu'on a eu à Pique-Nique et au Village au pied du courant l'été passé. Quentin, il y a une partie de ces items qui sont faits localement, d'autres qui sont faits en Espagne. Qu'est-ce qui fait que tu peux pas tout faire ici présentement? C'est surtout le volume. C'est-à-dire qu'au Québec, c'est pas un très grand marché et le temps qu'on ait du plus grand volume, il y a certains produits qui vont être difficiles à faire ici parce que ça va prendre des gros volumes pour fabriquer les moules qui sont plus gros. Donc moi, je me concentre par des produits qui n'existaient pas ou qui n'existent pas, que je dois fabriquer de toutes pièces pour les faire ici, comme les buckets. Et on est aussi capable de faire quelque chose qui est assez le fun, c'est qu'on est capable de recycler des verres, mettre des colorants noirs et les transformer en boc à bière ou en frisbee noir pour réutiliser justement d'anciens verres qu'on a recyclés. Il y a beaucoup de personnes finalement qui ont réalisé que c'était possible de se faire servir d'un du réutilisable en allant à des concerts. Est-ce que tu penses que l'événementiel a un peu ouvert la voie à ce nouveau mode de consommation? Oui, tout à fait, à 100%. C'est que le début en fait. Mais le côté fermé de l'événementiel, où tu payes des billets ou qui s'étend sur plusieurs jours, te permet en fait de mettre en place des systèmes de consigne qui sont efficaces et qui permettent de récupérer ces contenants-là. Donc comme je prends un peu l'exemple ici avec Igloo Fest, c'est que les gens vont payer 2 $ pour leur verre, ils vont être capables de le ramener au kiosque de retour, récupérer leurs 2 $ et partir après ça. Et pour amener ça en dehors de l'événementiel, il faut du volume et il faut aussi, bien entendu, des nouvelles réglementations du Québec ou des villes pour avancer et faire en sorte que les choses changent. Quentin, ça fait 15 ans que tu vois aller le milieu du réutilisable au Québec. Qu'est-ce que tu visualises pour la suite? Je te dirais que dans le réutilisable dans l'événementiel aujourd'hui, il n'y a plus d'excuses. C'est facilement faisable de le mettre en place. Ça fonctionne. La preuve en est, Igloo Fest, on a commencé en 2014, Pique-Nique en 2013. Et chaque année, comme je te disais tantôt, on ajoute des items, donc c'est 100% faisable. Peut-être qu'il va falloir corriger certaines choses au Québec, notamment vis-à-vis des canettes, parce que des fois, l'amalgame entre le recyclable et le réutilisable arrive souvent. Les canettes, c'est très bien, mais dans l'événementiel, on peut faire mieux. Après ça, dans tout ce qui est espace public, ça va passer par des réglementations puis qui proposent des solutions efficaces, mais des fois, il faut un peu obliger le consommateur et les commerces à passer le cap. Parce que des fois, ils n'osent pas, il faut juste
pousser un peu plus et après ça fonctionne. Mais le réemploi ne repose pas uniquement sur les contenants. Sans logistique de transport, impossible de le déployer à grande échelle. Et sur un territoire aussi vaste que le nôtre, l'appui des grands distributeurs est incontournable. Bonjour Véronique. Bonjour, Aurore. On se trouve dans vos entrepôts. Vous desservez actuellement 18 000 clients au Québec et en Ontario. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment s'insère le distributeur dans la chaîne agroalimentaire? On va couvrir au niveau de l'agroalimentaire tout ce qui est des transformateurs alimentaires, les écoles, les restaurants. On est très varié de ce côté-là. Notre rôle principalement, c'est d'être un accompagnateur, d'être un partenaire pour nos clients. Parce qu'il y a tellement de types d'emballage qu'on est là pour les conseiller pour faire le bon usage avec leur emballage. Chez Carousel, vous avez fait votre marque avec les emballages à usage unique. Qu'est-ce qui vous a motivé à vous intéresser aux réutilisables? Mais en fait, Aurore, on s'est intéressé aux réutilisables en 2018. À l'interne, on avait même une personne qu'on a engagée qui faisait 100% du réutilisable. Donc, déjà, d'être des leaders dans le réutilisable, c'est un critère important pour nous. Deuxièmement, avec la REP, la responsabilité élargie des producteurs, le réutilisable devient une option hyper intéressante. Donc, pour réduire les coûts et de l'autre chose aussi, réduire les déchets. Et finalement, on a lancé le centre Éco-Innov. Donc, dans le fond, c'est vraiment de se re-questionner au niveau des pratiques de l'industrie, de re-questionner nos fournisseurs, puis d'agir comme un acteur de changement et d'influence dans le marché. Véronique, j'imagine que distribuer du réutilisable et distribuer de l'usage unique, ça vient pas avec les mêmes défis. Tu as raison, Aurore, il y a vraiment des défis à considérer. Donc, première des choses, je te dirais, c'est l'accompagnement des clients. C'est quand même une transition importante. Donc, deuxièmement, c'est le défi de stockage, dans le sens que ça va être des caisses qui vont prendre plus de place. La valeur de la caisse va être plus importante. Le coût d'acquisition aussi n'est pas le même. Donc, un client qui voudrait se doter de réutilisables, veut pas, il va devoir débourser des frais importants pour commencer. Donc, si je comprends bien, en fait, le réutilisable et l'usage unique deviennent des sources complémentaires pour vos clients. C'est exactement ça. C'est vraiment essentiel d'être capable d'offrir les deux choix. Tant et aussi longtemps qu'on n'a pas une uniformité au niveau des infrastructures, des réglementations ou des différentes pratiques, c'est certain que les deux modèles vont continuer d'exister. Mais au final, ce qui est important, c'est le bon emballage pour le bon usage. Et c'est ça qu'il faut retenir. Mais le réutilisable est vraiment une solution du futur. Donc, ça fait maintenant plusieurs années que dans vos commerces, vous intégrez vraiment les objets réutilisables pour les consommations, aussi bien la nourriture que les boissons. Stéphane, est-ce que tu peux nous expliquer qu'est-ce que ça implique pour tes employés de faire ça? Ça s'intègre super facilement dans nos opérations, que ce soit de l'approvisionnement, de l'utilisation ou même du stockage. C'est un objet qui est robuste, il va au lave-vaisselle, il s'empile super bien, tout est très facile à ce niveau-là. La clé du succès, par contre, c'est qu'il faut vraiment l'intégrer dans ses procédures de formation pour les employés. Il faut le proposer systématiquement aux clients. C'est vraiment ça qui fait qu'il est plus utilisé. Nous, c'est sûr qu'on a déjà pas mal d'outils réutilisables, donc ça venait comme renforcer notre arsenal. Bonjour Johanna. Allô. On est au Café des Habitudes, café mais pas seulement, restaurant, lieu d'événementiel, que tu définis comme un lieu d'impact. Peux-tu m'en dire plus? Donc ici, on a fait le choix en fait d'avoir aucun item à usage unique. C'est vraiment un choix conscient qu'on a fait depuis le jour 1 de vraiment limiter nos déchets le plus possible. Donc on travaille avec nos partenaires et nos fournisseurs. Par exemple, on a fait le choix d'avoir un partenaire de boissons végétales qui s'appelle Dame Drinks, qui est une compagnie québécoise qui nous permet d'éviter d'avoir des cartons de lait. Donc en 4 ans et demi, c'est plus de 30 000 cartons de lait qu'on a évité des sites d'enfouissement. On travaille également avec notre torréfacteur Pista, avec qui on travaille uniquement avec des buckets qu'on échange à chaque semaine et à chaque commande. Donc pareil, pas de sac de café dans les sites d'enfouissement. On travaille avec nos producteurs aussi biologiques avec qui on échange des boîtes. Donc on fait vraiment en sorte aussi de travailler avec notre clientèle. Comment est-ce qu'on fait? C'est qu'on utilise uniquement des tasses réutilisables et consignables, des boîtes réutilisables également. Donc on n'a aucun, par exemple, gobelet à usage unique ou quoi que ce soit. Donc je comprends, Johanna, que tu as fait le choix d'aller dans le réemploi, que ce soit au niveau de tes fournisseurs et au niveau de ta clientèle. Est-ce que ça impacte la rentabilité de ton commerce? Alors oui, déjà, je n'ai pas une ligne pour achat d'emballage à usage unique. Donc c'est vraiment une dépense totalement nulle parce que vu que je travaille uniquement avec de la consigne, donc tout ce que j'achète m'est comme remboursé par ma clientèle. Et
je trouve que surtout d'un point de vue rentabilité, c'est que ça fidélise ma clientèle. Est-ce que tu as de la difficulté à imposer ce choix, que ce soit à tes employés ou à ta clientèle? Absolument pas. Je pense que c'est vraiment une idée reçue qu'il y a dans la société, mais en fait, dans les faits, ça fonctionne vraiment bien. Nos clients, même si pour eux, c'est leur première fois qu'ils sont, par exemple, face à une solution de réutilisable, juste on leur réexplique. Parfois, ils font le choix de juste rester sur place. Il y a aussi ce choix-là souvent qu'on oublie et juste ils essayent et souvent ils embarquent là-dedans et ils ramènent la prochaine fois leur propre tasse réutilisable, etc. Et au niveau de mon équipe, ça fait partie intégrante de notre formation et c'est la mission de notre lieu. Donc j'attire aussi mon équipe grâce à ça parce que je pense sincèrement que la nouvelle génération qui rentre sur le marché du travail veut avoir un lieu de travail qui fait du sens. Donc moi au contraire, j'ai très peu de turnover, j'ai aucune misère à recruter, etc. grâce à ces choix-là. Joanna, est-ce que tu penses qu'un modèle d'affaires comme celui-ci est accessible sur l'ensemble du territoire et avec n'importe quel type de clientèle? Sincèrement, oui. Moi, je viens absolument pas du monde de la restauration et j'y suis arrivée. Je pense que ce qu'il faut vraiment garder en tête, c'est qu'il ne faut pas chercher de la perfection, il faut chercher de la mise en mouvement. Donc le but, c'est de trouver une solution à la fois, changer peut-être un partenaire à la fois, changer une pratique à la fois. Le but, c'est pas d'être parfait. Je pense que chaque choix qu'on fait va être un petit peu mieux pour l'environnement. Et je pense qu'il y a aussi autre chose qui est, je pense, très important, c'est de trouver ses alliés. Trouver peut-être d'autres commerces qui ont des bonnes pratiques, avec qui peut-être échanger, discuter, trouver peut-être des organisations, des OBNL qui peuvent nous accompagner aussi là-dedans. Je pense qu'il y a un écosystème au Québec qui existe et qu'on n'a pas à être seul dans cette transition. Au contraire, il faut qu'on crée ce réseau, cette communauté de commerce engagé et ne pas croire que pour être engagé, il faut absolument être parfait, il faut juste se mettre en mouvement. Ce que nous avons vu ici dépasse les emballages. C'est une filière qui se structure, des compétences qui se relocalisent, des pratiques qui évoluent à chaque étape de la chaîne. Reste maintenant à imaginer jusqu'où ce mouvement peut aller et comment, dès demain, le réemploi pourrait transformer d'autres secteurs. L'épicerie, le maraîchage, la transformation alimentaire. Le savoir-faire est là. Et maintenant, qu'est-ce qu'on choisit de faire circuler?